Alors, l'acronyme LGBTQ, hein, il y en a plusieurs variantes qui existent. C'est des acronymes qu'on entend de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, les lettres LGB réfèrent à l'orientation sexuelle d'une personne. Donc, on parle de personnes lesbiennes, de personnes, de hommes gays, de personnes bisexuelles. Le T réfère à une personne qu'on va appeler trans ou transgenre, hein. Le terme désigne les personnes qui ne s'identifient pas sur le plan du genre en conformité avec ce qui leur a été assigné à la naissance. Un exemple de ça très concret, c'est un bébé qui naît et dont on constate qu'il a un pénis, on va le déclarer garçon à la naissance. On va dire c'est un bébé garçon. Si en grandissant, cet enfant-là s'identifie effectivement comme garçon et puis comme homme, on va dire que c'est une personne cisgenre. Cisgenre, c'est le contraire de transgenre. Si cet enfant-là qui grandit ne s'identifie pas comme garçon et puis comme homme, on va référer à cette personne-là comme étant une personne trans ou une personne transgenre. Donc, le T réfère à cette réalité-là. Le Q ici évoque la question du questionnement, hein, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, c'est l'occasion privilégiée pour les élèves de se questionner, de s'explorer sur les plans du genre et de l'orientation sexuelle, au gré des rencontres, au gré des expériences, etc. Donc, quand on parle des jeunes, on inclut souvent le Q pour référer à cette dimension de questionnement-là. L'acronyme LGBTQ réfère donc aux personnes qui ne sont pas ou pas uniquement hétérosexuelles et ou cisgenres. Il faut par ailleurs garder en tête que c'est un acronyme qui est incomplet parce qu'il existe plusieurs autres termes pour référer à ces dimensions de l'identité d'une personne. On peut parler notamment de pansexualité, de personnes queer, de non-binarité, etc. Alors, on sait que les jeunes LGBTQ ne vont pas expérimenter l'école de la même façon que les autres jeunes. Pourquoi? Alors, pour répondre à cette question-là, on peut explorer trois dimensions du vécu scolaire. Premièrement, le climat scolaire. Deuxièmement, les contenus scolaires. Et troisièmement, les interactions avec les adultes. Donc, sur le plan du climat scolaire, on sait, il y a plusieurs enquêtes qui sont menées depuis des décennies sur ça, on sait que les élèves LGBTQ rapportent vivre beaucoup, en grande proportion, des violences à l'école, des violences verbales, des violences physiques, des violences à caractère sexuel. Donc, pour ces élèves-là, l'école n'est pas nécessairement un lieu où ils et elles vont se sentir bien, en confiance et dans des conditions qui sont propices à l'apprentissage. Sur le plan d'interaction avec les adultes, on sait que les adultes à l'école, et particulièrement les enseignants, rapportent être considérablement mal à l'aise à l'idée d'aborder des sujets relatifs, oui, à la sexualité, mais plus spécifiquement à l'homosexualité, aux questions trans, etc. Donc, les enseignants ont peur des réactions des élèves, ont peur de ce que les parents d'élèves vont dire, vont craindre d'avoir l'air d'avoir un agenda caché par rapport à ces questions-là. Donc, il y a plusieurs craintes qui les habitent et qui font que plusieurs enseignants et enseignantes se sentent freinés quand il s'agit d'intervenir franchement contre les LGBT-phobies ou encore de démystifier ces questions-là en classe. Sur le plan maintenant, le troisième plan des contenus scolaires, mais on sait qu'il y a une absence qui est presque totale de représentation des questions LGBTQ à l'école, ou quand il y a des représentations qui sont rarissimes, c'est souvent des représentations qui vont peut-être être erronées, qui vont pathologiser les choses, donc qui ne vont pas finalement aider à démystifier ces réalités-là. Même dans les cours d'éducation à la sexualité, hein, une matière qu'on pourrait considérer comme particulièrement adéquate pour parler de ça, ben, les jeunes vont nous rapporter qu'on va encore prioriser essentiellement les apprentissages qui sont relatifs à l'hétérosexualité, à la contraception, à la reproduction, et ce faisant, ben, balayer du revers de la main les questions qui les intéressent plus franchement. Bref, toutes ces enquêtes-là, en donnant la parole aux jeunes LGBTQ, sur le plan de leurs expériences scolaires, ben, nous permettent de nous rendre compte que leur scolarité ne se fait pas dans des conditions qui sont optimales. On a un sentiment de sécurité qui est amoindri, on a des violences vécues, on a des silences, parfois assourdissants sur les réalités qui les concernent. C'est un problème et c'est particulièrement évidemment un problème parce que les jeunes fréquentent l'école 5 jours semaine, plusieurs heures par jour. Donc effectivement, ça vient hypothéquer considérablement leur scolarité. Alors l'école va produire des normes qui sont très strictes sur le plan du genre et de l'orientation sexuelle. Comme on parle de normes, c'est souvent difficile à voir à l'œil nu, et surtout parce qu'on a tendance à considérer l'école comme étant neutre sur le plan idéologique.
Ceci dit, quand on s'y penche, on se rend compte que de différentes façons, l'école fait comprendre aux élèves qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons d'être et de se comporter. Dans les bonnes façons, c'est de se conformer aux attentes qui nous ciblent sur le plan du genre par rapport par exemple, pour une jeune fille, bon, le fait d'être posée, d'être délicate, de bien se concentrer sur ses études, de faire attention à son apparence, etc. Pour les garçons, c'est souvent des trucs relativement opposés. Donc, on s'attend également à ce que les jeunes fassent la démonstration, si pas de leur hétérosexualité, du moins de leur intérêt pour le sexe considéré comme opposé. Maintenant, comment ça se diffuse à l'école? De plusieurs façons. Par exemple, on sait qu'il y a certains espaces de l'école qui sont explicitement genrés. Hein, c'est le cas des vestiaires et des toilettes, mais c'est aussi le cas d'autres espaces comme la cour de récréation, qui est investie différemment par les élèves sur la base de leur genre. Des exemples de ça également, c'est la question des codes vestimentaires qui vont interdire ou obliger le port de certains vêtements, souvent sur la base du genre des élèves également. D'autres exemples, c'est les contenus scolaires comme tels et notamment des activités qui sont directement ou indirectement cautionnées ou célébrées par l'école. On peut penser à la Saint-Valentin, la fête des mères, les danses, les bals définissants, etc. C'est souvent des prétextes pour rappeler aux élèves l'hétérosexualité qui est attendue d'eux et d'elles. Donc, c'est quand on prend ces exemples collectivement et qu'on considère le fait qu'ils se répètent, hein, qu'il y a différents exemples dans différentes sphères de la vie scolaire, et c'est là qu'on se rend compte que l'établissement scolaire, c'est un lieu de socialisation qui est assez strict sur le plan du genre et aussi sur le plan des sexualités. Dans les enquêtes qui donnent la parole aux jeunes LGBTQ, hein, ces jeunes-là vont nous dire qu'ils accordent énormément d'importance à ce que leurs enseignants font ou ne font pas, ou disent et ne disent pas au sujet du genre et des sexualités. Donc, les exemples sont très nombreux. Il peut s'agir d'enseignants qui vont intervenir systématiquement contre les LGBT-phobies. Il peut s'agir d'enseignants qui vont aborder de front ces questions-là en classe. Il peut s'agir d'enseignants et d'enseignantes qui vont inclure une diversité d'exemples et de références dans ce qui va être évoqué en classe. Une pratique enseignante, toutefois, qui est particulièrement remarquée et appréciée des élèves, c'est le recours à un langage inclusif. Adopter un langage inclusif, c'est finalement pour un enseignant s'assurer que l'ensemble des élèves, et notamment les élèves LGBTQ, puissent se sentir concernés et représentés quand l'enseignant et l'enseignante parlent. Un exemple très concret, c'est quand on réfère au partenaire d'une personne, on doit éviter de présumer du genre du partenaire. Par exemple, en demandant à une fille, as-tu un amoureux? Donc, on présume nécessairement que cette fille est hétérosexuelle. On préférera, dans ce moment-là, utiliser une formulation comme as-tu un amoureux ou une amoureuse? Ou parler de couple plutôt que de genrer le partenaire, ou simplement reformuler en disant est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Ce sont des petites adaptations langagières, mais ça permet aux élèves qui l'entendent, non pas simplement aux élèves qui sont dans la relation, mais aux élèves qui entendent ça, de savoir que leur réalité est aussi légitime que la réalité et la conjugalité des élèves qui sont hétérosexuels et cisgenres. Il faut comprendre que face aux normes très strictes et dommageables pour l'ensemble des élèves, il faut évidemment repenser la place qu'on accorde structurellement au genre à l'école. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'en raison du lien et de la complicité qui unit les enseignants à leurs élèves, ben, les enseignants occupent une place de choix pour les amener à cheminer spécifiquement sur ces questions. Une autre piste pour les enseignants, ce serait d'établir d'entrée de jeu des règles de classe, que ce soit en début d'année ou au retour des vacances, par exemple, de se dire, ben, dans ma classe, je n'accepterai pas ce genre de propos, ce genre de comportement-là. Donc, ça a le mérite d'établir d'entrée de jeu les règles du jeu pour l'ensemble des élèves et les gens qui vont intervenir dans cette salle de classe. Et ça permet à l'enseignant ou à l'enseignante d'aller référer à ça lorsqu'il ou elle doit intervenir par la suite pour mettre un terme à l'usage péjoratif de termes qui réfèrent aux personnes LGBTQ finalement.